Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur le www.lecoinducrime.com. Hamzanouche, Corium137, Gérald Streleski, Safia El Bakali, Marie, Valérie et Sylvie. Nous vous remercions vraiment infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez donc pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com si ce n'est pas encore fait pour devenir un VIP. Et on commence. Les djinns, créatures fascinantes et mystérieuses issues des croyances populaires, occupent une place importante dans les mythologies et les traditions du monde arabe et islamique. Dans notre affaire du jour, nous évoquerons deux histoires réelles où ces entités occupent une place centrale. Au Yémen, une sage-femme reçoit la visite d'une étrange patiente. Qui est-elle et pourquoi est-elle venue spécialement la consulter ? Puis, en Arabie Saoudite, dans notre deuxième histoire, un groupe de femmes se retrouve pris au piège dans une fête de mariage d'un genre bien particulier. Pourtant, tout avait si bien commencé. Première histoire. Taïz, située au sud-ouest du Yémen, est l'une des plus anciennes et plus importantes villes du pays, réputée pour son relief montagneux et ses hauts plateaux. Depuis l'éclatement de la guerre civile en 2014, opposant l'armée aux rebelles chiites, les Houthis, soutenus par l'Iran, la ville doit faire face à de nombreux défis et pénuries en tout genre. Les premiers secteurs à être touchés par le conflit armé sont l'éducation et la santé. Résultat, un blocus qui a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires des années 2000, où plus de 14 millions de citoyens sont touchés par la famine. À Taïz, comme dans le reste du territoire, la population subit les affres de cette guerre et s'organise pour faire face à la catastrophe. C'est le cas d'une sage-femme prénommée Khaled. Installée depuis 2015 à Riyad, en Arabie Saoudite, Khaled a encore en mémoire la vision de son modeste cabinet saccagé par les obus des rebelles Houthis. C'était la goutte de trop, et pour la sécurité de ses enfants, elle a choisi de partir. Elle en a pourtant sauvé des vies dans ce cabinet, parfois avec les moyens du bord, souvent parce que la patiente était entre la vie et la mort et son bébé en danger. Mais c'est aussi dans ce même cabinet qu'elle a vécu l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, un jour de 2014, alors que la guerre venait d'éclater. La réputation de sage-femme Khaled est connue dans tout Taïz et ses environs. Dans une ville où l'on manque beaucoup de personnel soignant et encore plus de gynécologues, elle passe pour être l'une des plus compétentes dans son domaine. Elle possède un petit cabinet de consultation qu'elle a équipé elle-même avec ses propres moyens et où elle reçoit ses patientes. Départagée en salle d'accouchement, en salle de repos et d'une modeste pharmacie, c'est le comble du luxe pour les villageoises privées de tout. Les enfants Khaled, 3 petits garçons, passent aussi beaucoup de temps ici, faisant leurs devoirs et jouant dans la salle d'attente. En février 2014, la sage-femme reçoit l'appel de l'un de ses confrères médecins. « J'ai une patiente pour toi, elle devrait arriver en fin d'après-midi. Peux-tu t'occuper de son cas ?» Vers 18h, Khaled voit effectivement pénétrer dans son cabinet une femme voilée de la tête aux pieds et le ventre bien en évidence. Elle est escortée d'un homme âgé d'une 60aine d'années et de 2 autres femmes qui s'avèrent être son oncle et ses sœurs. Dans les villages reculés du Yémen, les femmes ne sortent pas beaucoup et lors d'un déplacement ou d'une visite médicale, elles doivent être accompagnées par un ou plusieurs membres de leur famille pour des besoins de sécurité. Dotée de beaucoup de bonté et de cœur, Khaled accueille cette famille campagnarde et l'installe dans la salle d'attente. La patiente est silencieuse et son aspect assez singulier. Sa taille est haute et elle est dotée d'une force musculaire impressionnante, presque masculine. Surtout, elle ne prononce pas un mot et se contente de jeter des regards sévères à l'accoucheuse. En questionnant les sœurs de l'intéressée, elle apprend que c'est sa première grossesse. Cette information l'interpelle un peu, car la villageoise a plus de 40 ans, et à cet âge, on est généralement déjà grand-mère dans ces contrées conservatrices où les filles sont mariées très jeunes. Néanmoins, Khaled pense qu'il s'agit d'un cas particulier, un mariage tardif, un empêchement d'ordre sexuel. Oui, cela peut arriver. Mais ceci n'est pas la seule chose qui la caractérise elle, ni les gens qui l'accompagnent. Dès qu'ils ont pénétré dans le cabinet, la sage-femme a été prise subitement d'un mauvais pressentiment, tellement intense qu'elle en a eu la chair de poule. Quand les sœurs de la patiente ont enlevé leur voile et découvert leur visage, elle a remarqué qu'elles étaient extrêmement maquillées, à l'instar de quelqu'un qui se maquille dans le noir. Leurs lèvres et leurs joues sont littéralement barbouillées d'un pigment rouge intense, sans aucune esthétique. Leurs yeux sont cernés d'un col noir et charbonneux.
entourant toute la paupière. L'oncle, lui, porte un turban traditionnel yéménite et une barbe grise. Ses yeux sont également maquillés de crayons noirs. Les trois sœurs, parturiantes incluses, ne dégagent absolument aucune énergie féminine. Tout en elles respire une certaine rigidité, une certaine férocité que la sage-femme a du mal à saisir. Est-ce parce qu'elles viennent des montagnes et que les conditions de vie là-bas empêchent toute forme de féminité ? Cela est possible. Toutefois, elle reste professionnelle et propose à sa patiente de passer en salle de consultation pour entamer l'examen prénatal. Khaled l'allonge sur le lit, relève ses voiles pour pouvoir effectuer le toucher vaginal afin de vérifier la taille et l'état du col de l'utérus. Vu la taille de son ventre, il est évident qu'elle doit être à son 3e trimestre de grossesse, c'est donc pour bientôt. Néanmoins, Khaled se sent mal au contact de cette femme. Cela ne lui est jamais arrivé auparavant de ressentir autant de malaise en présence d'une patiente. Mais son cauchemar ne fait que commencer. La première chose qui l'interpelle est le changement des traits de visage de cette femme qui semble différent à chaque fois qu'elle lève le regard sur elle. Puis, elle devient soudain très pâle. Khaled décide alors de lui administrer des nutriments par voie intraveineuse et va piocher dans sa pharmacie pour voir ce qu'elle peut trouver. Elle revient avec des ampoules de vitamines et de glucose. À peine les pose-t-elle sur la table que la patiente les renverse par terre d'un geste vif. Khaled ne comprend pas cette attitude, mais s'abstient de tout reproche. Elle va alors chercher de nouvelles ampoules. Même chose encore. Elle refait la tentative 11 fois, jusqu'à épuiser son stock de médicaments. Très embêtée par cette situation et sachant la difficulté à se fournir en médicaments dans un pays en guerre, Khaled n'ose cependant pas poser de questions à sa patiente, dont le visage continue de changer et de pâlir au fur et à mesure. « J'ai soif, je voudrais de l'eau », déclare-t-elle, soudain. Elle lui apporte une carafe qu'elle vide instantanément et en redemande une autre. Au final, elle en boit 5, d'une seule traite, sachant que les carafes contiennent bien 2 litres. Aussitôt après, la patiente demande à aller aux toilettes. « J'ai une petite salle de bain ici à votre disposition. » Mais sa patiente rétorque. « Je ne veux pas les toilettes d'ici, je préfère aller chez vous. » Khaled est stupéfaite. Toutefois, elle dit « Mais bien sûr, si vous le souhaitez, je vous y conduis. » Sa maison étant mitoyenne au cabinet, elles y vont ensemble. À partir de là, les choses vont devenir de plus en plus effrayantes. La patiente laisse la salle de bain du domicile dans un état pitoyable, renversant de l'eau partout et salissant le sol. Khaled n'a plus vraiment le contrôle de la situation. Elle l'entend pourtant répéter les noms d'Allah en guise de protection, preuve de sa grande piété, mais cela ne la rassure pas pour autant. Cette femme, féroce et imposante, lui fait désormais peur, encore plus que les éclats d'obus des rebelles Houthis. Sa métamorphose physique se poursuit, changeant à chaque fois de trait et plongeant la coucheuse dans une peur de plus en plus intense. Lors de l'examen, elle se met à faire quelque chose de très curieux, appuyer très fort avec son pied sur le bas-ventre Khaled. Cette dernière est d'ailleurs tellement déroutée et effrayée par cette attitude qu'elle n'ose même pas regarder la forme des pieds de la villageoise. La seule chose qu'elle ressent est le poids de ce pied et sa forme ronde, comme celle de la patte d'un éléphant lui écrasant le bassin jusqu'à lui faire mal. Plus bizarre encore, elle se met à léviter à environ 50 cm du niveau du lit, puis retombe dessus sans crier garde, avec une force et une agressivité certaines. Durant tout ce temps, Khaled tente de la raisonner. « Je vous prie, arrêtez de faire cela. Cela représente un danger pour votre bébé. » Mais elle ne semble pas l'écouter et continue son exercice de lévitation, avec une telle intensité que le lit finit par céder sous son poids. Un lit médical pourtant réputé pour être l'un des plus chers et solides sur le marché, commandé en Arabie Saoudite 5 ans auparavant. Khaled, complètement confuse et terrorisée, est prise d'un très mauvais pressentiment. Elle ignore pourquoi, mais elle se sent soudain en grand danger. Alors, elle quitte momentanément la salle de consultation pour reprendre ses esprits, tente de dialoguer avec la famille, leur explique la situation, le lit qui vient de se casser, les médicaments jetés à la poubelle. En vain. L'oncle et les 2 sœurs restent de marbre et ne disent rien. Le cabinet se transforme en huis clos pour cette pauvre Khaled, pourtant pleine de bonnes intentions. En même temps, elle redoute de dire ou de faire quelque chose qui risque d'aggraver la situation. Mais elle n'est pas la seule à être terrifiée. Dans la pièce à côté, ces 3 petits garçons ont cessé de faire du bruit et de jouer. Leur mère tente de les rassurer, leur promet qu'ils vont bientôt rentrer à la maison, dès qu'elle aura terminé. La peur qu'elle lit sur le visage de ses enfants, la terreur qu'elle ressent elle-même à l'intérieur, viennent confirmer ses doutes. Il ne s'agit pas d'une famille ordinaire venue d'un village ou des montagnes, mais bien d'un groupe de djinns. Khaled a l'impression que la salle de consultation devient de plus en plus étroite autour d'elle et que l'air vient à lui manquer. Une atmosphère oppressante règne désormais ici. Elle commence à réfléchir très vite. Prendre ses enfants et s'enfuir à toutes jambes ? Ou bien rester
et tenter de maîtriser la situation jusqu'à les faire partir sans heurts. Quand elle jette un regard à l'horloge accrochée au mur, elle voit qu'il est déjà 23h30. Elle opte alors pour la deuxième option. Elle va vers eux, tente d'instaurer le dialogue, son cœur battant la chamade. Elle prend son ton le plus naturel et leur dit « J'imagine que vous avez fait un long voyage ?» L'oncle répond « Oh oui, un bien long voyage. L'état des routes est épouvantable et il y a des checkpoints à chaque 10 km. De quel village venez-vous » D'Al-Jarrah, proche des montagnes de Haraz. Khaled se souvient qu'elle a 2 anciennes connaissances originaires de ce village, des filles qu'elle a connues à l'école préparatoire pour infirmières. L'une d'entre elles est d'ailleurs toujours en contact avec elle. Voilà que l'oncle devient de plus en plus loquace et fait même les présentations. « Je suis Mabrouk Ibn Ahmed, et voici mes nièces, Samira et Alam bint al-Mokhtar. Celle qui est enceinte est l'aînée des 3, elle s'appelle Sama. Son mari n'a pu venir avec nous car il travaille comme berger et rentre tard avec son troupeau. » L'accoucheuse feint la curiosité, demande des nouvelles des gens d'Al-Jarrah, et on lui répond par des vœux de santé et de prospérité. À cet instant, la patiente, voilà rabattue sur la tête, vient les rejoindre, visiblement attirée par la discussion. Sans mot dire, elle va s'installer entre ses 2 sœurs et son oncle, et reste ainsi, sans bouger, fixant toujours avec insistance Khaled. Cette dernière est obligée de cacher ses mains tremblantes dans les poches de son tablier, pour éviter de se trahir. Elle prend une grande inspiration et dit d'une voix tremblante, sans les quitter des yeux, « Je suis désolé de vous dire que le cas de Madame Sama est assez compliqué. Elle va devoir consulter un spécialiste le plus vite possible. Le cas échéant, elle risque d'avoir des complications lors de l'accouchement qui peut se manifester à tout moment. Je regrette, mais je ne peux pas faire davantage pour vous. » Un silence lourd vient accueillir sa requête. Redoutant le pire, elle poursuit. « Je peux vous remplir une fiche de transfert à l'hôpital de Sanaé. » L'oncle l'interrompt et lui dit sur un ton sec « Mais on vous a vivement recommandé à nous. Vous avez une excellente réputation à Taïz, et les gens viennent vous consulter de partout. Pourquoi partir à Sanaa ? Pourquoi refusez-vous d'aider notre fille ?» L'étau se resserre sur cette pauvre Khaled, qui ne veut à présent que se débarrasser d'eux le plus vite possible. Les choses commencent à se bousculer dans son esprit. Elle pense d'abord à ses enfants cachés dans l'autre salle, aussi terrifiés qu'elle. « Yaham, mon oncle, » dit-elle de sa voix la plus touchante. « J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir. Malheureusement, je ne suis que sage-femme et je ne peux effectuer de césarienne ou toute autre opération. Un médecin à l'hôpital vous sera d'un plus grand secours, je vous le garantis. » Et elle risque un regard vers eux et découvre qu'ils ont encore une fois changé d'aspect. Alors, elle se remet à fixer le bout de ses chaussures. Elle sent une sueur froide lui descendre le long de l'échine dorsale. « Bien, » déclare l'oncle. « Combien je vous dois ?» Khaled sent instantanément un poids quitter sa poitrine. Combien ?» bredouille-t-elle. Mais rien du tout, ne me donnez rien du tout. Allons, vous voulez dire que c'est gratuit ? Khaled ne peut s'empêcher de penser à son lit saccagé et à ses 11 ampoules de nutriments fracassées par terre. La somme de ses pertes s'élève à près de 600 rials, soit environ 150 €, ce qui est une fortune au Yémen. Ah, tant pis pour les pertes matérielles, elle ne veut surtout pas prendre l'argent d'un djinn. L'homme sort alors une bourse, prend quelques billets et les lui tend. Pour vos efforts. Elle n'a d'autre choix que d'accepter, redoutant ce qui pourrait advenir en cas de refus persistant. Puis, l'oncle et ses nièces se lèvent, les femmes rabattant leur voile noir sur le visage et se dirigent en file indienne vers la sortie. Ils sont partis. Khaled n'en croit pas ses yeux. Elle patiente encore une quinzaine de minutes, puis va verrouiller la porte et prend ses enfants dans ses bras. Il est déjà 3 heures du matin. Le premier appel à la prière se met à résonner dans la mosquée la plus proche. Après le départ de la famille de djinns, l'accoucheuse nettoie son cabinet de fond en comble et fait de même chez elle, comme si elle voulait se débarrasser de leur énergie et leur passage dans ses lieux de travail et de vie. Khaled avait tellement peur de toucher à l'argent de la consultation qu'elle l'a gardé caché en haut d'une armoire pendant plusieurs mois. La curiosité continue de la tarauder pendant tout ce temps, et ce, jusqu'à ce qu'elle contacte un jour cette ancienne amie infirmière, originaire du village d'Al-Jarrah. Elle lui fait le récit de cette visite terrifiante et lui cite les noms et les patronymes des membres de cette famille pour qu'elle aille se documenter à leur sujet. Elle reçoit une réponse 1 semaine plus tard. La famille venue à ton cabinet est effectivement originaire du village d'Al-Jarrah. Tous sont morts depuis plus de 60 ans. Comme tant d'autres Yéménites chassés par la guerre civile, Khaled vit aujourd'hui avec sa famille en Arabie Saoudite. C'est sous l'anonymat qu'elle a relaté par message audio son expérience à un journaliste et youtubeur saoudien qui s'est par la suite chargé de la retransmettre aux auditeurs. Khaled est donc un nom d'emprunt. D'après lui, elle semblait tout à fait honnête et précise dans sa manière de relater les faits, sans aucune exagération.
Toutefois, cela ouvre la voie à plusieurs interprétations, et on se demande s'il s'agit vraiment de djinns malfaisants, ou plutôt de doubles qui se sont appropriés l'esprit de ces gens morts depuis longtemps. Deuxième histoire. Dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite se trouve la province de Jizan. Peu peuplée, dotée d'un microclimat avec un accès sur la mer Rouge, Jizan est considérée comme l'un des joyaux méridionaux du royaume saoudien, entre mer et montagne. C'est ici que vit une femme prénommée Amani. Elle exerce le métier de Nekatcha, une artisane de beauté traditionnelle qui s'occupe de la cérémonie du henné lors des mariages. Sa présence est capitale lors des festivités, aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient, où le henné possède une place symbolique dans le rituel de beauté des mariés. Âgée de 45 ans, veuve et mère de 2 enfants, Amani partage son temps entre son foyer et les 4 coins du pays où on demande ses services. Les familles qui célèbrent le mariage de leurs filles doivent alors prendre entièrement en charge la Nekatcha, tout au long de la période des festivités, qui peuvent durer jusqu'à 4 ou 5 jours, selon les régions et les traditions. Elle est alors logée dans un hôtel ou un appartement durant cette période. Parfois, il arrive que la charge de travail soit tellement importante qu'Amani est obligée d'être secondée par sa sœur cadette, Al-Maïssa. Parfois, il arrive aussi que leur cousine Karima les rejoigne. En quelques années, Amani a réussi à se constituer un petit patrimoine, acquérir une nouvelle maison et mettre de l'argent de côté, grâce à son travail de Nekatcha. Apaisée sur l'avenir de ses enfants, elle se consacre toujours avec autant de plaisir et de professionnalisme à son art, se constituant un carnet d'adresses et nouant des liens amicaux très forts avec ses clientes. Une existence relativement tranquille pour cette femme condamnée à un veuvage précoce, dans une société où règne le patriarcat et où une femme doit normalement rester au foyer. Un jour de l'été 2009, Amani reçoit un appel. Il s'agit d'un numéro privé qu'elle ne connaît pas, sûrement une nouvelle cliente. Au bout du fil, elle entend la voix agréable d'une femme. « Ma chère Amani, j'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Abdallah, et c'est l'une de vos anciennes clientes qui vous a chaleureusement recommandé à moi. » La Nekatcha s'en trouve très flattée, remercie, lui fait ses vœux de santé. « Nous fêtons le mariage de ma nièce lundi prochain et nous voulons absolument que vous organisiez la cérémonie du henné. »« Avec grand plaisir !» Et les 2 femmes se mettent à discuter le tarif, l'organisation et les modalités de séjour d'Amani et ses assistantes. Puis, elle demande l'adresse. « Nous sommes à l'archipel de Farazan », déclare la dame. L'île est située à environ 42 km de Jizan et fait partie d'un ensemble de plusieurs îles coralliennes de la mer Rouge. L'appel se termine. Amani reste pensive pendant un moment, son portable à la main. Farazan ? D'après ce qu'elle sait et ce qui se raconte, personne n'habite sur cette île. On l'a dit déserte, presque abandonnée, sans âme, au point que même les plaques de signalisation routière y sont absentes. Beaucoup de légendes urbaines circulent d'ailleurs à ce propos. L'île est surtout réputée pour être hantée, et on raconte que les tribus de djinns se sont appropriées les maisons troglodytes d'anciens pêcheurs pour y élire domicile. L'appréhension commence à s'emparer d'Amani pour ne plus la quitter. Elle regrette presque d'avoir répondu si vite à l'offre. Elle passe ainsi 2 jours à songer à cela, pour finalement trancher. Quelle bêtise! C'est une offre de travail comme une autre, et l'argent ne se refuse pas. L'autre pensée qui la réconforte est que l'un de ses neveux travaille en tant que militaire de garnison sur place. Il pourrait leur servir de guide et de chaperon. La voilà tranquillisée sur le sujet. Elle appelle sa sœur cadette, Al-Maïssa, pour la mettre au courant. « Nous avons une offre de travail à Farazan, et j'aimerais que tu m'accompagnes. » Al-Maïssa ne semble pas se réjouir de la nouvelle. « Farazan ? Y penses-tu, ma sœur, tout ce qu'on raconte à propos de ce trou perdu encerclé par la mer? J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Non, vraiment, je regrette, mais... » Amani se met alors à la supplier, à dédramatiser la situation, à lui promettre que tout ira bien, que les gens qui l'ont contacté semblent être excellents, que leur neveu, Katan, les protégera au cas où. Finalement, elle accepte, mais à une seule condition. « Je vais demander à Karima de venir avec nous. À 3, nous serons plus à l'aise et la compagnie sera meilleure. Par contre, si on va que toutes les 2, peureuses comme nous sommes... » Charge-toi de prévenir Karima et confirme avec moi juste après. Entendu. Il est alors convenu qu'elles se mettent en route le samedi suivant pour avoir du temps devant soi, se familiariser avec les lieux, se reposer et pouvoir se préparer avant d'aller au mariage qui commence le lundi. Le jour J, les 2 sœurs et leur cousine quittent le quai du port de Jizan à bord du ferry, direction l'archipel. Le voyage dure environ 1h30. Installées sur leur banquette, leur matériel et leurs vêtements chargés dans 2 grosses valises, les 3 femmes restent silencieuses, respirant l'air iodé et observant le mouvement nonchalant des vagues de la mer Rouge. Seule Karima bavarde allègrement et commande du thé à 2 reprises. Malgré cette atmosphère gaie de journée d'été, malgré la présence de ses proches parentes à ses côtés, Amani n'est pourtant pas tranquille.
Elle se sent aussi démunie que si elle partait seule en expédition dans un pays lointain, sans repères et sans bagages. En quittant sa maison le matin même pour se rendre chez sa sœur, elle a été prise d'un mauvais pressentiment qui ne la quitte plus. La veille, elle n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit, songeant à cet appel, à cette voix de femme si agréable et si douce. Elle se rend alors compte qu'elle ne lui a pas donné suite depuis, ni fourni d'adresse précise du lieu de la cérémonie, se contentant de donner vaguement un numéro et un nom de rue. Mince, ce n'est que maintenant qu'elle se rappelle de ce détail. La voilà qui se met à fouiller son historique d'appel, déroulant les numéros jusqu'à ce qu'elle trouve celui de la dame qui l'a contactée. Pour éviter de le perdre encore, elle l'enregistre dans son répertoire. Au bout d'1 heure et demie de trajet, la côte de Pharazan commence à apparaître à l'horizon. « Voilà notre île !» s'exclame Karima. Et elle dégaine son portable pour prendre une photo. Au débarquement, elle trouve le neveu Katan, encore vêtu de son uniforme, debout, à les attendre. La peur d'Amani s'évanouit instantanément à la vue du jeune homme, venu les accueillir. Katan est le fils de leur sœur aînée, qui vit depuis des années au Koweït. Le jeune militaire charge les bagages de ses tantes dans sa voiture et les conduit pour aller déjeuner. Les hommes arabes ont en général des rapports aimants et très étroits avec les femmes de leur famille, et en tant que tels, ils se doivent de les accompagner, de régler leurs dépenses et leur servir de chaperon, d'autant plus quand il s'agit d'une figure d'autorité, comme c'est le cas de Katan. Dès qu'elles s'installent dans la voiture, les 3 femmes ôtent une partie de leur voile, laissant apparaître leur visage. Le neveu démarre, direction l'un des restaurants de poissons de l'île. Par la suite, elles se rendent à leur hôtel. Une fois les bagages montés dans la chambre, Amani propose à Katan de les conduire au bord de la mer, histoire de marcher un peu. En arrivant sur place, elles sont stupéfaites par le silence et le vide. Aucune âme qui vive, aucun parasol, aucun transat. La plage est quasiment déserte. Pourtant, on est en plein été. Seul le bruit des vagues s'échouant sur la rive vient rompre le silence opaque. « Mais pourquoi il n'y a personne ?» demande Karima, un peu déçue. Ah, c'est parce que les locaux sont des gens très conservateurs et ne sortent que très rarement. Aller s'asseoir au bord de la plage n'est pas vraiment dans les mœurs d'ici, explique Katan. Tous les 4 se mettent alors à marcher pieds nus sur les galets, les 3 femmes devant, le neveu un peu derrière pour éviter de les gêner, au cas où elles voudraient dénuder leurs jambes pour les plonger dans l'eau. Mais elles finissent par s'ennuyer rapidement de cette promenade improvisée et souhaitent se retourner à l'hôtel pour faire une sieste. Le mariage doit durer 3 jours. Elles doivent donc être en forme pour affronter les nuits sans sommeil et le travail qui les attend. Avant cela, Amani suggère « Pourquoi ne pas aller maintenant chercher l'adresse de cette maison et nous assurer du lieu ? Cela nous évitera de tourner en rond le jour J et perdre du temps. » Al-Maïssa et Karima opinent. Les voilà remontés en voiture. Mais avant, il leur faut contacter la femme pour qu'elle leur donne l'adresse détaillée. Amani compose le numéro qui se met à sonner dans le vide, sans réponse. Elle attend encore un peu et refait une seconde tentative, puis une 3e, sans que personne ne décroche. Ah, peut-être qu'elle a décidé d'annuler et qu'elle n'a plus besoin de nos services. Les clientes qui annulent à la dernière minute font ça en général, le silence radio, pour éviter de donner des explications et présenter des excuses, déclare Karima. Mais c'est impossible, nous sommes déjà là, et puis c'est une question de parole donnée, répond Amani, pourtant préoccupée. Sa cousine hausse les épaules. Le neveu leur fait cette proposition. « Pourquoi vous ne retournez pas d'abord à l'hôtel, vous reposez un peu ? Je suis certain que cette femme va finir par vous recontacter dès qu'elle verra les appels en absence. Par la suite, si vous souhaitez aller quelque part, je suis vacant. »« Oui, tu as raison. Reconduis-nous à l'hôtel, mon enfant, » dit Amani. Le soir venu, alors qu'elles se réveillent de leur longue sieste et s'apprêtent à faire leurs ablutions pour la prière, le téléphone se met tout à coup à sonner. Au bout du fil, la dame en question. « Ma chère Amani, j'espère que vous avez fait bon voyage. Pardonnez-moi, vous m'envoyez toute confuse. Cette journée était tellement chargée que ce n'est que maintenant que j'ai vu vos appels en absence. Je n'ai pas cessé d'accueillir des invités depuis ce matin, et vous connaissez autant que moi la frénésie des préparatifs. » Amani, soulagée de cette réponse, dit « Je vous ai contacté pour avoir plus de détails sur l'adresse de chez vous. »« Mais bien évidemment, ma chère. Vous avez de quoi noter ?» Elle note l'adresse sur un des calepins fournis par l'hôtel. Elle raccroche. Quand Katan vient les récupérer un peu plus tard, il fait déjà nuit. Amani lui donne l'adresse de la cérémonie de mariage. Elle le voit alors pâlir et prendre un air préoccupé. Mais voyons, que se passe-t-il ? Pourquoi tu fais cette tête ? C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Mais pourquoi ? L'adresse qu'on t'a donnée, c'est le site d'un ancien village troglodyte complètement abandonné depuis des décennies. Personne ne vit là-bas. Amani jette un regard à sa sœur, puis à sa cousine, reprend le papier, le relit. Non, tout est correct, c'est exactement la description que lui a donnée cette femme.
Je suis sûr qu'il y a une erreur quelque part, répète Catan. Pour en avoir le cœur net, ils décident de s'y rendre sur le champ. Ils se mettent en route. À cette heure tardive, les rues sont encore plus désertes que le matin. Aucun véhicule ne circule par ici, les plaques de signalisation n'existent pas et les lumières sont rares. Au fur et à mesure qu'ils avancent, la route devient de plus en plus étroite, de plus en plus inconfortable. L'inquiétude et la consternation s'emparent à nouveau d'Amani et ses compagnes. Pourtant, il leur faut poursuivre. Cela serait ridicule de faire demi-tour. Arrivés au village mentionné, ils découvrent que c'est le no man's land par défaut. Quelques vieilles maisons en granit sont éparpillées çà et là, sans aucun éclairage, complètement diminuées. Difficile d'imaginer que quelqu'un vit ici. Sur le siège arrière, Al-Maïssa et Karima sont murés dans le silence, complètement terrifiés par le spectacle qui s'offre à leurs yeux. Jamais encore de leur vie, elles n'ont pénétré dans un endroit pareil. « Pourquoi tu ne demanderais pas à quelqu'un ? Peut-être qu'il pourra nous conduire jusqu'à destination ?» suggère Amani à son neveu. « Demander à qui ? Tu ne vois pas qu'il y a personne ?» La voiture continue à tourner en rond pendant un bon quart d'heure dans la pénombre. Finalement, ils finissent par apercevoir, comme sorti de nulle part, un poteau électrique diffusant un faible éclairage. Mieux encore, juste en dessous, est assis un vieillard, le dos voûté et son turban de paysan sur la tête. Catan roule jusqu'à lui, puis baisse la vitre. « Assalamu alaikum, vénérable oncle. Nous cherchons une maison qui se trouve pas loin d'ici, où est organisé un mariage. Sauriez-vous nous y conduire ?» Mais le vieillard ne bouge pas, ne lève même pas la tête pour les dévisager. Pensant qu'il est sourd-muet, Catan reformule sa question en criant plus fort. Toujours pas de réponse. Les passagers se regardent d'un air inquiet. Soudain, il le voit quitter sa chaise, s'accouder péniblement sur sa canne, contourner le véhicule et se mettre à marcher en avant en leur faisant signe de le suivre. Sans hésiter, Catan redémarre. Et le vieillard marche, infatigable, suivi de près par la voiture, tout phare allumé. Finalement, il s'arrête à proximité d'une maison, située un peu en pente. Toujours sans dire un mot, il lève la main et leur fait un signe pour signifier que c'est ici l'adresse qu'il cherche. Puis, il s'en va comme une ombre, sans leur jeter un regard, disparaissant dans la nuit. Catan coupe le contact et descend. Sa tante fait de même. La consternation se lit sur leur visage. La maison est plongée dans le noir le plus complet. Son aspect est tellement vieux et dégradé qu'une épaisse pellicule de poussière recouvre ses murs que la mauvaise herbe a fini par envahir. L'endroit est juste terrifiant. Amani s'imagine mal rentrer ici avec ses sœurs et tout son barda. Non seulement il est impossible d'organiser une fête de mariage dans un tel taudis, encore moins d'y habiter en temps normal. Catan se met alors à frapper à la porte, très fort, mais personne ne vient leur ouvrir. Je vous ai bien dit qu'il y avait une erreur. Après discussion, il est convenu qu'ils reviennent le lendemain. Qui sait, peut-être que personne ne les attendait à cette heure tardive et que leurs hôtes sont dans une autre maison avec leurs invités. Oui, cela semble être un scénario probable. Nous ne sommes là pour juger personne, nous sommes juste venus pour s'acquitter de notre tâche et partir, ni plus ni moins, déclare Amani en songeant à l'aspect délabré de la maison. Dès leur retour à l'hôtel, son téléphone se met à sonner. Il s'agit de leur hôte. « Ma chère Amani, mais vous êtes passée tout à l'heure à ce que je vois ?» Cette dernière ouvre de grands yeux étonnés. Oui, comment vous le savez ? Le vieil oncle m'a prévenu. » Le cœur d'Amani fait un bond dans sa poitrine. Comment se fait-il que le vieillard de tout à l'heure a pu la prévenir alors qu'il ne prononçait aucun mot et ne communiquait que par des gestes ? Mais elle ne veut surtout pas rentrer dans des détails qui finiront par l'effrayer tout à fait. Surtout, elle ne souhaite pas effrayer ses parentes qui commencent déjà à montrer des signes de découragement. Il est clair que quelque chose ne va pas. « À lundi, ma chérie, je compte sur vous », dit encore la femme sur un ton sucré. Amani est devant le fait accompli. Impossible d'annuler quoi que ce soit à présent. « Oui, à lundi. » Le lendemain, dimanche, les sœurs et leurs cousines le consacrent à la préparation de leur matériel, à mélanger le henné, le parfumé d'huile essentielle et de plantes aromatiques, à stériliser les pochons qui serviront de douille. Elles préparent aussi leurs tenues et leurs accessoires, et passent une bonne partie de la soirée au bain et à la réalisation de leur coiffure. Vers 2h du matin, elles vont finalement se coucher. Nous sommes le lundi, jour de la fête. En fin d'après-midi, Catan vient récupérer ses tantes à l'hôtel pour les conduire. Ils suivent le même chemin escarpé et désert. Comme il ne fait pas encore tout à fait nuit, le paysage leur semble moins rebutant, plus familier. Ils passent devant le poteau électrique et roulent jusqu'à la maison. La première chose qui les attire cette fois-ci est la lumière puissante qui commence dès l'entrée du quartier. La maison a complètement changé d'aspect aussi. Tout y est éclairé de haut en bas. Pourtant, un détail attire leur attention.
l'absence de bruit. En temps normal, dans une telle occasion, la musique est assourdissante, jouée par des troupes féminines tandis que leurs confrères masculins dansent dans la rue. Mais là, silence. À croire qu'il n'y a personne, encore une fois. Amani rassemble tout son courage, descend de voiture, imité par sa sœur et sa cousine, chargée de leur matériel, leurs bijoux en or cliquetant à chacun de leurs mouvements. Elle va toquer à la porte. On vient aussitôt leur ouvrir. Sur le seuil se tient une femme d'un certain âge, d'aspect noble et convivial, vêtue d'une abaya d'apart sertie de diamants. La abaya est le vêtement féminin officiel dans les pays du Golfe. Il est généralement de couleur noire, mais se décline en plusieurs styles. Et là, Amani entend un grand fracas de musique depuis l'intérieur, comme si la maison était insonorisée, et qu'une fois dépassé la porte, on peut tout entendre. La femme les salue et les fait entrer dans le patio, apprêté également, et où une dizaine de fillettes jouent en se tirant les robes les unes des autres. La première chose qui frappe Amani est le regard sévère que posent sur elle ces petites filles. Pensant que c'est de la timidité, elle se met à les saluer, à leur sourire, à leur caresser les cheveux. Là encore, aucune réaction. Certaines la repoussent même. Amani propose alors à l'hôte de procéder de la manière suivante. Pour gagner du temps, elle commencera par mettre du henné sur les mains des fillettes, puis se consacrera aux femmes qui vont requérir des dessins plus appliqués. Certaines voudront également se faire les pieds et cela nécessite plus de temps. L'hôte leur donne le champ libre pour procéder comme elle le souhaite. Amani, Almaïssa et Karima s'installent alors en tailleur sur le tapis du patio et rassemblent autour d'elles les fillettes de tout à l'heure. Dès qu'elles touchent leurs mains, Amani est intriguée par la rigidité de leur peau, comme si elles touchaient des écailles de poisson. L'autre phénomène inquiétant est le bruit de leur respiration, qui est tout sauf celle d'une jeune enfant, une respiration sifflante, semblable à celle d'une vipère. Même le dessin au henné semble ne pas vouloir adhérer à leur peau, tant elle est tendue et sèche, presque imperméable. Amani est contrainte de recommencer le travail à 2 voire 3 reprises, tant et si bien que ses poignets deviennent douloureux. Elle jette un regard inquiet à sa sœur et sa cousine, qui apparemment ont ressenti la même chose qu'elle. À cet instant, la femme qui les a accueillis à la porte vient leur proposer de venir dîner et continuer juste après. Elles passent alors au salon, où sont déjà installées une centaine de femmes d'âge et d'aspects différents. Dépourvues de leur voile, certaines portent des tenues traditionnelles colorées, d'autres des ensembles plus dénudés. Toutes sont noyées de parfums, couvertes de parures en or massif et coiffées de façon spectaculaire, avec des chignons surmontés de perles et de strass. Le repas est servi sur de grandes nappes, à même le sol, sans table, ni chaise, à la manière traditionnelle. Le trio de Nekatcha trouve difficilement une place parmi la foule d'invités, et sont contraintes de s'asseoir séparés. Amani se retrouve coincée entre 2 femmes qui lui sourient chaleureusement et lui font signe de se servir à manger en poussant une assiette vers elle. À cet instant, elle se met à sentir une forte odeur de brûlé, à la manière d'un incendie. Elle se retourne, ne remarque rien, regarde autour d'elle, mais tout semble parfaitement normal, aussi bien le dîner que l'assistance. Mais il y a cette odeur, persistante, qu'elle en devient gênante. Alors elle s'exclame spontanément « Bismillah Rahman Rahim » au nom de Dieu Tout-Puissant. Aussitôt, elle voit sans Père-Dieu la reluquer avec hostilité, comme si elle venait de dire quelque chose de grossier ou d'inconcevable. Les regards des femmes sont tellement durs qu'elle en est mal à l'aise. Pire, en levant la tête, elle remarque tout un groupe de chats noirs accrochés aux fenêtres et balustrades, la fixer avec une intensité presque humaine. Amani se sent tout à coup mal, à très chaud. Elle se lève, clopine par-dessus les jambes des invités, cherche à sortir dehors. Entre le salon et la porte d'entrée, le chemin lui semble presque insurmontable. Pire, en regardant le contenu de la nappe, elle voit à présent des ossements à la place des plats. Mais elle hallucine complètement, c'est sûrement la fatigue de ces derniers jours, et cette odeur de brûlé qui ne quitte plus ses narines. L'hôte vient à sa rencontre, la prend par les bras. « Mais quoi ma chère, vous ne dînez plus ? Je n'ai pas vraiment faim, je vais sortir au patio prendre un peu l'air. Dites aux femmes de venir me rejoindre dès qu'elles finiront de manger, pour que je puisse leur mettre le henné. Comme vous voulez, je souhaite vraiment que vous soyez à votre aise. » Installée dans le patio, Amani reprend quelque peu ses esprits. Une demi-heure plus tard, elle voit venir les premières dames. Le nombre commence à grandir à mesure qu'elles quittent la table, ou plutôt la nappe, pour attendre leur tour au patio. Il est alors décidé que les festivités se poursuivent ici, au frais. L'orchestre féminin vient alors s'installer et se met à jouer. L'ambiance se détend, les femmes se mettent à danser, à bavarder et à rire. Amani retrouve peu à peu son entrain. Sa sœur et leur cousine, qui décorent les mains d'un autre groupe de femmes, lui sourient allègrement. Mais à mesure que la nuit avance, que la musique devient frénétique et la danse plus intense, les choses se mettent à dégénérer. L'aspect le plus curieux est certainement au niveau des danseuses. Amani s'aperçoit que la partie inférieure de leur corps s'est transformée
en une poussière noire et opaque. Elle pense d'abord que c'est son imagination qui lui joue de mauvais tours, mais non. Elle essaie de garder tout de même son sang-froid, jetant un regard en biais vers sa sœur, en espérant qu'elle n'ait rien remarqué. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Puis, une grosse matrone vient s'installer face à elle et lui tend ses grosses mains aux doigts blancs et boudinés. Amani l'a des visages, la femme a des yeux clairs, presque verts, cernés de colle. Son sourire ressemble à celui d'une petite fille avec sa dentition minuscule et ses 2 fossettes sur les joues. Mais c'est surtout la température de ses mains qui l'intrigue. Elle est tellement chaude qu'Amani est incapable de la toucher et doit la manipuler à l'aide d'une serviette pour pouvoir y appliquer le henné sans se brûler les doigts. Autour d'elle, la fête se poursuit. Puis, le groupe de femmes vient tirer le bras de la cousine, Karima. « Viens donc danser avec nous !»« Oh, mais je ne sais pas danser !» Mais elle se laisse tout de même entraîner vers le centre de la piste. Les femmes viennent faire cercle autour d'elle. La musique devient de plus en plus assourdissante, hystérique. Les mouvements des femmes deviennent une sorte de transe, à l'instar d'un rituel chamanique. Karima, prise d'un malaise, finit par perdre connaissance. Autour d'elle, les femmes continuent de danser, comme si elles ne la voyaient pas. Amani, qui s'apprête à entamer un énième dessin au henné, remarque Karima par terre, complètement inconsciente, piétinée par les pieds des danseuses. Alors, elle appelle sa sœur à la rescousse, s'incruste au milieu de cette foule de femmes déchaînées aux cheveux épars, pour tenter de récupérer sa cousine. Elles parviennent à la dégager à grande peine, et l'acheminer vers une petite chambrette de jardinier située dans le patio. Leur hôte vient leur barrer le chemin. « Elle va bien, revenez donc terminer ce que vous avez à faire !» Mais Amani la devance, ouvre la remise, pousse dedans sa sœur et sa cousine et ferme la porte. « Almaïssa, appelle les secours, il lui faut une ambulance !» Elle compose le numéro d'urgence, donne l'adresse. Puis, elle reste là, à attendre. Karima commence d'ailleurs à recouvrir ses esprits et à parler. Quelques minutes plus tard, le téléphone se met à sonner. C'est le secours. « Vous êtes dans quelle maison, madame ?»« Celle où il y a un mariage, là où il y a beaucoup de lumière. Toquez à la porte, on va vous ouvrir. » Un instant plus tard, les 3 femmes voient la poignée de la porte tourner et un homme barbu entrer doucement à l'intérieur. Vêtu d'une tenue d'ambulancier, il leur fait signe que tout va bien. « Je n'ai remarqué aucune lumière à l'extérieur. Tout est plongé dans le noir. La porte d'entrée était entrouverte et je suis rentré par hasard. Ce n'est qu'en entendant le bruit de vos voix que j'ai compris que vous étiez ici. » Elle lui jette un regard terrifié. « Mais comment ça ? Et le mariage ?» Le secouriste fait non de la tête. « Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» Des ricanements et des rires mauvais commencent alors à leur parvenir de l'extérieur. Amani voit l'homme se lever et se mettre à lire des versets de Coran à haute voix. Aussitôt, des hurlements de douleur et des lamentations commencent à résonner dans tous les murs de la maison. Alors, elle comprend enfin. Toute cette nervosité, ce pincement au cœur durant tout le voyage. Les hurlements démoniaques, dominés par la voix du brave homme, cessent tout à fait. Il fait signe aux 3 femmes de le suivre en vitesse. En traversant le patio, elle remarque que tout est sombre, vieux, silencieux. Disparus, les femmes, l'orchestre, les danseuses, les fillettes et l'ambiance de tout à l'heure. La maison tombe en ruine, envahie par les toiles d'araignée et la mauvaise herbe. Guidée par leur sauveur, elle se fraye un chemin jusqu'à la sortie. L'aube commence à monter. Il était déjà 5 heures du matin. Appelé en urgence, le neveu arrive les chercher. Il les trouve assises à l'arrière de l'ambulance, complètement échevelées, encore en tenue de soirée et pieds nus. L'ambulancier prend Katana à part pour lui expliquer ce qui s'est passé. En consultant son historique d'appel, Amani remarque que le numéro qui l'avait appelé a complètement disparu, et ce, même du répertoire où il a été enregistré. L'histoire de la Nekatcha Amani rappelle certainement une autre beaucoup plus célèbre, celle de la Takaga Noura, survenue au Koweït dans les années 90, qui a fait couler beaucoup d'encre et que nous avons déjà eu l'occasion de raconter dans un autre podcast. La mésaventure d'Amani dans ce mariage de djinn a été reportée par l'un de ses proches, un célèbre youtubeur. Ce dernier assure d'ailleurs que les faits sont bien réels et de sources sûres et que plusieurs témoins étaient présents pour en attester, notamment le neveu d'Amani, qui est un militaire respecté. Amani vit toujours à Jizan avec ses enfants. Elle aurait abandonné son métier de Nekatcha depuis ces événements. Elle ne s'est jamais exprimée de vive voix sur le sujet. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.